is beautiful. So much beautiful. Dalek mi guasadano. Așa, ali? Викай! Mama este. Ами не трябва. Ама ти знаеш и той е... Бягай, бягай, бягай. Още един път и високо. Добре. Хубаво ли? Така ли се вика, Върн? Ben nous, on a appris très jeune dans le quartier où on grandit qu'il ne faut jamais combattre contre quelque chose. C'est pas combattre, c'est créer, c'est vraiment créer des choses. Parce que si tu combats contre, tu te fais détruire. Voilà. Donc plutôt d'essayer d'arrêter les gens qui coupent les arbres et tout ça, ben on trouve, on ramène des enfants dans la forêt, on dessine sur les arbres qui sont à 100 mètres autour des sources. Et petit à petit, maintenant on a la permission orale de l'ONF bulgare, de l'agence des forêts et tout ça. Ils peuvent pas signer sur ça pour le moment parce que il y a tout le business qui est déjà arrangé, tout ça. On ne peut pas toucher à ça. Mais par contre, on a la permission orale de dessiner avec la peinture bleue sur tous les arbres qui sont à 100 mètres, comme ça, autour de la source, en un radius de 100 mètres autour de la source, et de les garder. Ça veut dire d'arrêter les gens qui essaient de les couper.
Et petit à petit, ben, les gens qui les coupent, ils se rendent compte que c'est plus facile de ne pas se faire chier avec nous, tu vois, qu'on est là-bas, on les filme, on essaie de les arrêter à différentes façons. Et voilà. Donc c'est un petit truc. Ce que j'ai fait que le village de Gélène, il y a 23 zones de source comme ça. Donc en fait, c'est pas difficile d'apprendre comment découvrir les zones de source. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le mot source rentre dans la loi bulgare, parce que dans aucune des lois ou législation bulgare, ça n'existe pas. Il y a les zones qui donnent de l'eau pour les villes, tout ça, mais les zones de source locale, là où l'eau vient, et de qui dépendent toute la nature, toutes les plantes, tous les animaux, et puis la population locale qui a... Parce que tous ces tuyaux qui viennent ici, qui ramènent de l'eau, c'est pas légal, tu vois, c'est les gens qui ont fait il y a 50 ou 60 ans, et c'est fait en harmonie avec la nature, et là, vu que les gens ne connaissent plus comment utiliser ça, ben ça disbalance. Genre l'entreprise paye, c'est tout à fait légal, mais ils vont couper à ras tous les arbres qui sont comme ça, et qui sont autour de la source, et que depuis des millénaires, on ne les coupe pas parce qu'on connaît qu'il ne faut pas. Et voilà, quand il y a le changement de système de valeurs avec l'Union européenne, il y a toute la vague encore pire de la consommation et tout ça qui existait déjà avec les bolcheviks et tout ça qui veulent consommer. Donc pour ne pas rentrer dans les trucs comme ça, il faut juste créer positif, dessiner, protéger, pas, mais renouveler. Il ne suffit pas de protéger maintenant. C'est trop tard à protéger. Si tu arrêtes l'eau quand tu te brosses les dents, ça ne suffit pas. Il faut faire d'autres choses. Voilà. Фирна да не обаче. Що? Ми служете един за всеки случай. Ама тук сега ако трябва да пазим нещо, а? Къде там то ще правите дупката? Това е фазите черешките. Да. Donc ce que ça représente, ce sont ce qu'on appelle les murs vivants. Donc voilà, ça c'est des murs de matière organique, d'origine végétale. Et en bas, à l'intérieur, il y a les plus gros troncs. Après, il y a les moins grands. Après, il y a les encore moins troncs et branches. Après, il y a les plus petites branches. Il faut bien hacher à ça pour que le processus devienne comme il faut au fur et à mesure avec le temps. Et en dessus, il y a les encore moins branches. Hacher un peu comme ça. Et par-dessus, il y aura le foin. Et par-dessus le foin va être la bonne terre que tu creuses ici pour faire la terrasse. Ça s'appelle faire des terrasses, mais pas creuser sous la terre pour faire la terrasse, mais ajouter de la matière. Donc on peut créer une terrasse sur la pente de façon que l'eau de neige et l'eau de pluie, quand elle coule, soit elle arrête dans la terrasse si elle est complètement horizontale, soit elle est guidée vers une direction ou vers l'autre direction quand elle tombe. Donc cette mur, un bon mur tranquille, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Donc chaque pas, ça va te faire 1 mètre carré de jardin, 1 mètre cube de compost sur le jardin, en sachant que le compost c'est quelque chose de vivant. Donc dans 1 mètre cube de la vie, il y a 800 litres de l'eau, parce que 80% de toute la vie c'est l'eau. Donc ça c'est en même temps des réservoirs qui vont arroser et les plantes vont puiser l'eau là-dedans durant les mois de sécheresse. Parce que là c'est août maintenant, après il y a septembre, il fait très chaud et très sec. Mais en faisant ça, ça ramasse l'eau de pluie et l'eau de neige. Voilà, il garde les zones de source et puis là où il y a l'homme qui a coupé tous les arbres et que la pluie elle a enlevé toute la terre et il n'y a que des roches et tout ça, ben il va aller là-bas et commencer à planter d'abord des plantes, des herbes graminées, après des herbes légumineuses, après d'autres plantes pour établir une couverture végétale en étage avec une grande biodiversité.
Oh, voilà. C'est autour de cette source que toutes les choses commencent. Même les gens vieux, ils ne savent pas quand est-ce qu'il a creusé le puits là, mais il permettait l'existence des gens dans les maisons. Ici, il y avait 150 personnes qui vivaient dépendant de cette puits pour l'eau. Dans des petites maisons, il faut imaginer toutes les petites maisons que tu vois, il y avait entre 5 et 10 enfants à chaque maison. Et toutes les pelouses que tu vois ici, c'était planté avec du avoine, du seigle, du maïs et du blé. La colline qui était couverte avec de la forêt de chêne. Vous savez, un grand chêne, il va donner plein de feuilles en automne, donc ça va faire beaucoup de matière organique qui agit comme une éponge, qui se remplit, qui s'imbibe avec l'eau de la neige et l'eau du printemps. Et durant l'été, les 3 mois qui sont secs, cette eau elle va être disponible là-bas. Donc avant c'était comme ça, et tu vas observer la petite ravine qui commence là-haut, qui suit ici, qui descend comme ça. Et plus elle descend, plus elle devient profonde et ça devient une ravine. Et même à 1 kilomètre plus bas, il y a la petite rivière qui apparaît, tout ça. Et avant, cette ravine, il y avait l'eau qui coulait. C'est très bien visible du village. Quand on a centre-village, on voit la colline avec la forêt dessus et le couloir vert qui descend avec les maisons. Donc ici, tout pousse, tu vois, il y a les murs, les cerisiers. Là, on a planté un peu de lilas. Il faut toujours se poser des questions. Par exemple, tu vois, le puits, il a un lilas qui va bien, il a un lilas qui va pas bien. Celui-là que je viens d'arroser. Oui. Voilà. Pourquoi alors Et bien voilà, je sais pas. Tu ne sais pas encore. Mais je me pose la question. D'accord. Et donc ici, on arrive à pousser. Il y a beaucoup de, comme tu vois, de avoine, de seigle, de graines comme ça. Et là-bas, par contre, sur le champ, juste à côté, où c'est très sec, là-bas, les arbres n'arrivent pas à pousser. Ici, les pruniers vont bien, mais là, plus haut, il faut trouver comment créer l'environnement qui est propice que les plantes poussent dans... Parce que juste à 100 mètres, tu sais qu'est-ce que c'est dans la journée, c'est très sec, il n'y a pas d'ombrage et tout ça. Et en fait, petit à petit, tu commences à installer d'abord les herbes, graminées, légumineuses, après d'autres. Et Papayan, il les sépare même en phases. Il y a des points du 0 à 100 et chaque plante, il représente... D'abord, il y a les plantes pansements, ce qu'il appelle, qui couvrent la plaie de l'érosion. Parce que quand tu fais de l'érosion, c'est comme si tu coupes 4 cm² de ta peau et tu ne vas pas l'exposer au soleil, tu vas tout de suite le couvrir, tu vas l'entourer, tu vois. Et pareil la terre, il y a des plantes naturellement de la nature qui viennent, qui couvrent, qui sont comme le concombre par exemple, qui va créer l'ombrage et tout ça. Et après il y a des phases et tout ça, par exemple le plantain c'est la phase 5-6, c'est les arbres, les plantes qui vont faire vraiment comme ça et qui vont ramasser toute l'eau et toutes les particules qui vont l'air, ils vont ramasser, ils vont essayer à couvrir. Après il y a les herbes graminées. Et les herbes graminées, quand tu découvres que sous les herbes graminées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les herbes graminées qui sont mortes. Donc tu vois, eux-mêmes ils font une matière d'éponge sous eux-mêmes. Et ils peuvent, la nouvelle plante, se nourrir avec le cadavre de la vieille plante. Donc que par la lumière solaire, un peu d'eau et tout ça, et ça te crée de la matière. Donc ça prouve que l'énergie peut se transformer en matière. Et c'est ce processus que tu encourages. Et après les herbes graminées, les légumineuses, tout ça, et la plante qui est vraiment le moment où après, même si tu disparais, le projet va continuer, c'est celle-ci. C'est la ronce que vous appelez, blackberry. Le mur, oui. Voilà. Si tu arrives à faire pousser des ronces, après quelques années, tu peux enlever une partie des ronces et tu peux faire pousser tout ce que tu veux dessus. Ça va être riche, ça va être bien. Pourquoi? La ronce, déjà, elle a un feuillage caduc qui tombe, qui est très riche et qui est bien. Après, la ronce, elle s'ouvre comme ça, elle couvre, elle crée un ombrage. Et cette zone ombragée, elle va être remplie régulièrement avec les feuilles. Parce que si tu regardes en hiver, les feuilles de la ronce sont encore vertes.
Les feuilles ils tombent tout le long de l'année et ils enrichissent. Après, elle a des épines. Donc ici, c'est très épineux dans le buisson. Et tous les petits oiseaux ils vont se cacher là-dedans, ils vont faire leur nid. Donc ils vont aller ramener des mouches, nourrir leurs petits oiseaux avec les baies couvertes et tout ça. Et toutes ces petites créatures, ils vont chier là-dessus. Maman va aller ramasser des matières organiques, ils vont tous chier ici. Ils vont se nourrir aussi avec les petits fruits. Donc cette plante va attirer beaucoup des animaux par le fait qu'elle les protège et qu'elle leur donne de la nourriture. Ça, c'est la plante du savon. C'est planté depuis peut-être des centaines d'années des gens qui habitaient ici, parce qu'avec ça tu te laves, tu prends ton bain, il y a beaucoup de saponine. En très petite dose, ça s'utilise, Dr Pashkulev, il connaît comment tu peux utiliser en interne, mais nous on ne connaît pas, alors tu peux l'utiliser juste à te laver, parce que c'est du savon Ah oui. naturel. Donc c'est à côté de la douche. Tu veux dire que vous avez choisi de mettre la douche ici pour ça? Non, je viens Non. de découvrir ça. Vous savez que la vie sans l'eau n'existe pas, et l'eau sans la vie ça n'existe pas, et tout ça. Il y a juste certaines choses qui prennent et après ça va arriver. La première chose, c'est que c'est un mythe qu'on ne peut rien faire, tu vois, qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire revenir les sources, et comprendre que c'est pas que quand il y a une source, il y a des arbres autour de la source. C'est pas les arbres, ils sont là-bas parce qu'il y a une source, ça c'est comme ça, mais aussi la source elle existe là-bas parce qu'il y a les arbres, qu'il y a une relation entre le poids de la terre, la puissance capillaire de la terre, à quel point la terre elle ressemble à une éponge, et à quel point la terre elle va attraper l'eau et la garder, et puis surtout la couverture végétale avec l'ombrage et tous les processus vitaux qui se passent. Et quand on comprend ça, ben on peut commencer à... Ça te change toute la vision quand tu voyages dans le train comme ça, sur la fenêtre, tu vois les paysages devant toi et tu vois tous les endroits, toutes les ravines, les petites formes de relief et tout ça. Ben avant, il faut savoir qu'il y a 5000 ans ou 10 000 ans, tout ça c'était des petites rivières, que par-dessus il y avait une énorme forêt avec des arbres. Toute l'Europe était couverte de forêts, tu vois. Et que le humus il est perdu et tout ça, et que c'est pour ça l'eau elle se perd, c'est normal. C'est tout à fait logique. Et que c'est un processus réversible.
C'est quand ils sont tout petits, tu apprends de se faire toucher, de se faire caresser, qu'ils soient gentils, qu'ils soient pas méchants, qu'ils donnent du pied. Pas. Bravo, bravo, student. Bravo. На Фарси всъщност се чета Явар. Че има детска градина. И те заедно Аз съм виждат Явор. детски Явари списания. означава И бяха издали едно помощник. списание за зайченци Човек, теологии, който помага който на обича да друг, лети, за с 7-8 Не, песнички детски. друг тип помощник. Учителя или ученици. Но свързани с децата. И с събитията на приказка. И тук постоянно репетирахме и когато майка й беше там, ние отидахме в Лесвоги. Преди 2 години дойдох тук. И тогава се запознахме с Филип и с неговите начинания. Всъщност дойдох пак с моите масажи, макар че не беше предвидено. Те просто все едно беше необходимо да им ги приложа. След това станахме много близки. Ça fait 8 ans, j'ai connu Dr Dimitr Pashkulev, c'est un docteur de médecine, mais qui, depuis 30 ans, il soigne les personnes qu'avec des plantes. Il fait beaucoup de programmes de guérison et il a développé une grande gamme de produits, des baumes, des tinctures, des teintures mères, plein de choses. Il accepte et recherche la synergie. Donc le fait que quand tu combines certaines méthodes, certaines plantes, l'effet il se multiplie. 1 plus 1 égale 3. Sur la façon que moi et toi, ensemble, on va faire plus de travail que si on faisait chacun de notre côté, si tu le regardes au point de vue paysan, quoi. Et après, cette personne, il m'a serré la main, il a dit ça fait des années que j'attends qu'on ait une communauté comme ça pour travailler ensemble. Et tout de suite, il savait déjà qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille et tout ça. Donc du coup, il a dit qu'il faut envisager et commencer à faire une rencontre internationale où pendant plusieurs jours, mais minimum 7, 8, 9 jours, les participants ils peuvent avoir un certain régime journalier, de se nourrir d'une certaine façon. Il veut prouver que nourriture saine, ça ne veut pas dire dégueulasse. Il cuisine, il organise la cuisine et on cuisine très bien, c'est très savoureux et très bon à manger, mais en même temps c'est beaucoup de germes, il n'y a pas rien de frit, il n'y a pas du sel, du sucre, il le fait. Et après de faire des exercices, exactement comme je t'ai dit, équilibrer les exercices physiques avec les exercices pour l'intérieur et tout ça. Et donc on a commencé à le faire. Et ça c'était le 7e année de suite, c'était notre 7e rassemblement qu'on fait ensemble avec lui. Et ça se passe bien. Et ça se passe de mieux en mieux. Donc voilà, on a accompli un peu le but, on a fait des travaux sur le terrain pour les sillons, les murs organiques, tout ça. Sur la zone de source, il y a eu les massages, les méditations, les exercices du matin, la nourriture. La panorhythmie, c'est en fait une danse qui se fait à plusieurs, bien évidemment, et qui a 28 mouvements, d'après ce que j'ai compris. Et donc ça démarre en fait individuellement, ça se fait toujours en cercle.
Et ça démarre donc par une gestuelle qui a, chaque gestuelle a sa symbolique. Hein, donc ça peut être donner, recevoir, il y a aussi s'élever, alors on fait comme ça, il y a voler aussi. Ça, je me souviens plus très bien, tu vois, les 10 premiers en fait qui ont vraiment quelque chose qui est très individuel, hein, dans une démarche je dirais spirituelle. Et puis ensuite, il y a la deuxième série est encore un petit peu plus élaborée dans la gestuelle, où on relie le ciel et la terre, tu vois, comme ça, on se relie en fait au ciel et à la terre. À un moment donné, donc il y a ce geste où alors on prend soin de la terre. La spiritualité, ça a l'air important dans ta démarche. Mais c'est assez intégral. Ce que le docteur Pashkulev dit, avec qui depuis 7 ans on échange parce qu'il est OK, c'est intégral. Il faut développer tout en même temps. Si tu travailles toute la journée physique, il y aura ton côté physique qui va développer, mais par exemple, quand on va chez lui, c'est vraiment un truc génial parce qu'on a fait un jardin chez lui et on va comme ça pour l'aider, comme sur les autres endroits où on va en Bulgarie. Cette année, on a fait 4 jardins en Bulgarie et 4 jardins en France pour 2013. C'est ça notre résultat et on est content avec. Mais chez le docteur, c'est le matin, grande heure, tu fais des exercices pour te réveiller, plein d'exercices de l'ancien Égypte, de l'ancien Chine, le massage des organes internes, les poings, tout ça. Comme ça, et après on fait le petit déj, beaucoup de germes, très équilibré. Après on travaille physique jusqu'à midi, tu vois, dans le jardin. Après midi, il nous fait travailler notre intellectuel avec des débats, des discussions, des trucs. Après il y a des balades dans la nature. Ça c'est quand on est chez lui, quand on est ici, tu vois, c'est entre ce que Papa Yann il fait à La Réunion et à Madagascar maintenant, parce qu'il est à Mada maintenant. Il fait son projet là-bas, vu que La Réunion ça marche tout seul maintenant, ça marche sans lui. Et tout on essaie d'intégrer les différentes choses qu'on voit qui sont bien, pas plus que ça. Et alors Papa Yann, c'est un homme très intuitif, où il a appris aussi avec les anciens, j'imagine. Comment il a acquis ce savoir qu'il t'a transmis? Il a appris dans sa vie comment communiquer avec les anciens. Et puis il a une vie assez intéressante. Mais le fait c'est que moi, Max, Jean-Baptiste, il y a encore plusieurs personnes que je connais à La Réunion et en France et en Bulgarie. Et on a appris avec lui, on a passé un certain moment avec lui et maintenant on a des enfants, des familles, on a des terrains où on fait planter des choses et puis ça se passe assez bien. Parce que c'est comme ça, il dit, le critère si c'est durable ton truc, c'est quand tu es plus là, si la chose va continuer à exister. Si j'ai appris, je vais comprendre comme moi je t'apprends à toi, et quand ton jardin donne des fruits, ça veut dire que peut-être moi j'ai compris quelque chose. Papa Yann, il apprend 3 choses. La première chose, c'est apprendre comment apprendre. Et après, j'ai que apprendre. J'apprends chaque jour, tu sais. Mais tu connais comment apprendre. La deuxième chose, c'est apprendre le langage des vieux, les personnes âgées. Il y a une certaine façon d'approcher, donc partout où tu vas, où moi j'y vais, tu sais, je voyage, je vais trouver des personnes âgées, je vais commencer à vraiment travailler pour eux, les aider. Il y a un certain code de comportement où au bout d'un moment ils vont s'ouvrir s'ils sont capables de le faire et ils vont t'accepter comme leur propre enfant et petit enfant, et en sachant surtout que très souvent maintenant les vieux sont abandonnés par leur propre enfant. Et là ils s'ouvrent, ils commencent à te partager les savoirs. Parce qu'à chaque endroit, la personne âgée elle est la plus adaptée possible. Tu vois, il y a ici la Baba qui a 80 ans, qui a des moutons, des chèvres, des énormes jardins, tout ça. Et c'est que elle qui peut t'apprendre comment faire jardin ici à Tchernikamik, tu vois.
Parce qu'elle fait ça depuis 60 ans, elle a fait toute sa vie. Ça, tu ne peux pas apprendre à Google, ni à Oxford, ou aucune université va te donner ce savoir, comment faire ça à Tchernikani. Et après, il y a donc les personnes qui sont plus âgées que moi, c'est des tontons, c'est avec un certain respect. Après, il y a le grand-père et la grand-mère. Et le fait que depuis toujours, c'est les parents, c'est papa et maman qui disent qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est les grands-papas et grand-mamans qui disent comment on va le faire. Et c'est pas par hasard que normalement, les petits enfants, ils devraient passer le temps avec leurs grands-parents, parce que c'est les parents qui sont occupés à travailler, quoi, à faire les choses pour pouvoir assurer la vie de la famille. Mais les enfants, il faut qu'ils passent du temps avec leurs grands-parents, et c'est comme ça qu'on apprend des choses. Moi, quand j'étais petit, je vivais à Sofia, mais chaque été, j'étais ici chez ma grand-mère. Elle m'apprenait comment vivre. Elle me disait, quand tu grandis un jour, tu vas vivre à Gélène. Et moi, je disais, ah, t'es folle, je ne vais pas vivre à Gélène. Et voilà, elle a vécu à Gélène, je fais ce qu'elle m'avait dit quand j'étais tout petit. Donc elle a semé les graines, et puis voilà. Modernité. Je veux dire, il y a des choses qui sont bien, qui existent, et si on les prend, c'est normal de prendre les choses qui sont bien. Et après toutes les conneries de la modernité, ben, c'est aussi notre choix de les accepter ou pas. Mais c'est vraiment le système de valeurs qui est ce qui est le plus important dans ma vie. Le problème d'une partie des Bulgares maintenant, c'est que ce qu'eux ils pensent, c'est quelle voiture ils vont conduire, quelle espèce de fenêtre ils vont avoir, le plastique, l'aluminium, ou les bois, ou les vieux, ou quoi, et des trucs comme ça. Il ne faut pas oublier que la chose la plus importante dans la vie, c'est qu'est-ce que mes enfants vont apprendre et quel genre de personnes mes enfants vont devenir dans un certain moment de la vie. Avant, c'est qu'est-ce que je suis moi comme personne, et qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce que je deviens. Après, tu transmets ça aux enfants, tu t'occupes qu'est-ce que les enfants vont devenir. Et si on se met à faire de créer de l'environnement, parce que c'est la troisième chose que Papa Yanil t'apprend. D'abord, c'est apprendre à apprendre, après c'est apprendre le langage des vieux, pour qu'ils t'apprennent comment vivre sur l'endroit même. Et la troisième chose, c'est création environnementale. Donc c'est comment créer un environnement qui est propice à. Comment créer un environnement qui est propice. Donc c'est comment créer un environnement qui est propice à. Et après le à, tu mets tout ce que tu as besoin. Ça peut être propice à une plante, à un arbre fruitier, à une source. Ça peut être propice à un enfant à grandir.
Ça peut être propice à faire un rendez-vous international, à échanger. I like the place in Trinogo because it gives me connection with the peace, with silence, with harmony, with the nature and with the people, because all together we wanted to create good energy, and we do it in this way, helping the nature. Триного е много красиво място. Събрали са хора, които искат да живеят в едно с природата. Далече от града, както каза Тео преди малко. Всички се стараят да живеят в едно с природата. И това, което на мен лично ми харесва най-много. En fait, moi je me posais beaucoup de questions sur quoi faire après quand j'en aurais fini avec mon job. Et j'étais pleine d'angoisse à l'idée de ça. Et je dirais que voir ces gens finalement vivre... Enfin moi ce que j'ai retenu c'est réapprendre à vivre plus simplement, tu vois. Et c'est possible, moi je crois que je vais revoir complètement même ma façon, tu vois, de consommer, même la nourriture, quoi, tu vois. Ben ici, je sais pas, ils se nettoient, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, on se nourrit, il n'y a même pas de laitage. Pendant une semaine, ben, voilà, on s'est nourri d'une façon extrêmement simple, quoi. Extrêmement simple. En Bulgarie, on dit pour chaque train, il y a des passagers. S'il y a des passagers, il y a un train qui va venir. Si les passagers n'existent pas, ben le train ne va pas exister non plus. Donc pour tous les problèmes globaux, chacun de vous et chez moi-même, on peut trouver des solutions. Que moi j'ai un certain comportement, pareil, et ça s'apprend. Tu peux venir ici, tu peux apprendre ça comme... Tu peux apprendre comment être papa et comment élever tes enfants, mais tu peux apprendre aussi comment... moins consommer, surtout en Bulgarie. Les dernières années avec la crise, on est devenu, et ça c'est la grande chance des Bulgares, on devient de plus en plus pauvres, vraiment de jour au lendemain. Et c'est super, du coup on va devenir plus sain parce qu'on mange plus sain. On ne peut pas s'acheter toutes les conneries que l'Europe nous propose et c'est cool. Dans le monde entier, en France, tu en parlais tout à l'heure, en fait, on revendique un pouvoir d'achat. Donc toi, tu es assez partisan en fait de promouvoir le pouvoir de non-achat. Ben oui, j'ai appris à faire le shopping comme ça. Tu vois, de marcher dans les rues, regarder dans les magasins et dire ah ça je vais pas me l'acheter. Ah, ça je vais pas l'acheter. Ça je vais pas l'acheter. Et après je vais faire les poubelles, tu vois, et je me sens bien. Je fais mon relax shopping. Je trouve des cartons que je peux faire de l'agriculture avec, des bouteilles avec qui je peux faire des systèmes de arrosage. Donc tu es un pro du recyclage. Non, c'est pas moi, c'est Slav, l'autre gars. Je sais pas si tu as pris interview. Notre voisin Angelin, lui, c'est le maître de recyclage, vraiment. Oui. C'est avec lui qu'on a commencé à apprendre parce qu'il est très très fort en ça. Depuis des années, lui, depuis 30 ans, il fait ça, il est très fort. Je suis heureux qu'il est venu, qu'il a choisi Jalène pour vivre notre village. En fait, si les conditions sont difficiles, tu vois, parfois il y a des gens qui sont cons, qui font un peu de la misère, tu vois, mais chacun de nous, notre réseau de communautés qui ont se aide, des personnes qui ont acheté des terrains, des maisons en Gérin, chacun il reste à cause des autres, tu vois. Moi, je ne veux pas quitter le village, même si les conditions ne sont pas très favorables par rapport aux autres, parce qu'on est engagé dans le projet, il faut qu'on reste pour se soutenir. Quand on arrive chez toi, c'est très étonnant. Когато пристигаме при теб е много очудващо. C'est un lieu, on sent que ça a l'air d'être un gros bordel. Тук е едно място, където се усещаме интересно. На пръв поглед изглежда, че е разхвърляно. Et on a l'impression que chaque chose a sa place.
И едновременно с това ние усещаме, че всяко нещо си е на мястото. Philippe m'a dit que tu étais the king of recycling, le roi du Филип ми каза, че recyclage. ти си краля на рециклирането. Je suppose que tout ça en fait manifeste une certaine philosophie. J'aimerais que tu nous en parles. Предполагам, че всичко това, което виждам тук, представлява някаква определена философия. Може ли да кажеш някакво думи за нея? Много е впечатляващо да чуеш синтезирано онова, което бих се опитвал да обяснявам дълго време. C'est très impressionnant comment on va arriver à dire en quelques mots ce que moi je prends beaucoup de temps à exprimer. Ти си го схванал и го казал с едно изречение, така че ще ми спестиш много усилия. Mais tu l'as compris et tu l'as dit en une phrase, donc tu vas épargner mes efforts. Това наистина е моя свят. C'est vraiment mon monde à moi. Или стъпка към моя свят, който е в мечтите ми. Ou bien un pas vers le monde que je rêve, donc je rêve. Дойдох тук, защото в града ми имам много ограничения да създаваш собствения си свят. Je suis arrivé ici parce que dans la ville, il y a beaucoup de limites et des barrières qui m'empêchent à créer ma monde à moi. Тук ограниченията са от друго естество, не са забрани. Ici, les limites, ils ont une autre nature, c'est pas des législations. И съм по-близо до това да създам своя свят без някой да ми налага шаблон. Et ici, je suis plus près de la possibilité de créer ma monde sans quelqu'un qui me met tout le temps des moules et des étalons. En ville, une personne peut vivre longtemps à une façon qui est fausse sans se rendre compte pour ça. Et par la suite, on pourrit, on salit trop la nature. Et on jette la poubelle dans le container et en ce moment, on croit que ça se dématérialise. Quand je suis arrivé ici, les questions se posent face à face avec moi. J'ai commencé à chercher les réponses une par une. Comment vivre sans laisser empreinte négative. Et si c'est possible, de corriger les fautes du passé. Pour les déchets et le recyclage, c'est une partie de ma philosophie de corriger les fautes. En essayant à corriger mes fautes et les fautes des autres, je me retrouve face à face avec les déchets. Tout au début, je limite les déchets que je crée et je mets de côté tout ce qui peut être réutilisé dans l'avenir. J'utilise les déchets plusieurs fois, je recycle, mais parfois je recycle ce que j'appelle à un niveau supérieur. Donc je invente et j'utilise les déchets pour Je crée des choses utiles pour la cuisine ou le jardin à partir des déchets. On peut voir un exemple de ça. Това е бутилка от минерална вода. C'est un tube de l'eau minérale. Стари бидони. C'est des vieux bidons. Но рециклирането и поправянето на грешките може да се разгледа и в по-широк план. Mais le recyclage, le fait de corriger les fautes, on peut le observer d'une vue plus large.
À l'époque, quelqu'un a fait quelque chose pareil à une maison. И с всичките възможни грешки. Avec toutes les fautes possibles à commettre. И сега се опитвам да поправя грешките, които е направил някой. Et maintenant, je suis en train de corriger les fautes que quelqu'un a commises en construisant cette maison. À l'époque, quelqu'un a fait quelque chose qui paraissait un verger, avec des arbres à chaque mètre, qui sont maintenant comme dans la jungle. Actuellement, je suis en train de établir une harmonie entre ces plantes. Et de même façon, on peut harmoniser les relations entre les hommes et tout ce qui nous entoure. D'abord, je voudrais te remercier parce que je me sens très privilégié de pénétrer dans ton monde. На първо място искам ти благодаря, защото се чувствам привилегирован да бъда в това място и в този свят. Да, не всеки и може да дойде тук, защото за повечето опасно. Il n'y a pas tout le monde qui vient ici parce que pour la plupart des gens ici c'est un endroit dangereux. Le nouveau monde fait peur. Новия свят, който идва, плаши ли те? Очаквам го. Je l'attends. Et tu le crées. И ти го създаваш? Стъпка по стъпка. Pas par pas. С малки стъпки. Avec des petits pas. Des petits pas solitaires et puis des petits pas en réseau, en lien, en relation avec Trinogar, avec d'autres aussi. Au fond de la forêt, la faune est endormie. Seule veille la chouette effraie au milieu de la nuit. Dans la paix, la pénombre, soudain le ciel blanchit, éclate pire qu'une bombe, un immense incendie. Goutte à goutte la vie s'écoule. Les bêtes sont affolées, elles se sentent impuissantes. Vite courir ou voler, fuir les flammes menaçantes. Que le becs et museaux prennent la même direction, sauf un petit oiseau, étrange distinction. Goutte à goutte la vie s'écoule, filant à contresens, au mépris d'un abri. L'oiseau défie la chance, courageux colibri. Approchant Razmoth, le canadair vivant est un habile pilote qui prend l'eau et le vent. Goutte à goutte la vie s'écoule. Les animaux surpris par le petit pompier se moquent avec mépris et le croient fou allié. Il insiste, l'oiseau mouche arrose avec bravoure. Il fait du bouche à bouche aux arbres ses amours. Goutte à goutte la vie s'écoule. Sur un tel incendie, ta goutte est dérisoire. Alors il répondit: ainsi je fais ma part. Est-ce que je fais ma part? Il faut que je réponde. Et si chacun fait sa part, nous éteindrons l'incendie du monde. Goutte
c'est cool. Goutte à goutte la vie. C'est cool. Ben, ça m'intéresse de voir en fait comment Slav tu mêles l'action solitaire et l'action solidaire. Интересува се да разбере как ти успяваш да съчетаеш индивидуалното действие с общото действие, т.е. действието във връзка с някой. Parce qu'on peut vivre tout seul dans son monde Защото ние можем да живеем сами в своя свят et se le créer, ou bien créer ensemble un monde pour tous. или да създадем заедно свят за всички или за повече. Да. Ами... Да. Да дойда тук ми в смисъл... Хареса ми идеята да има някой преди мен на това място в Желен. И защото на предишните места, на които съм бил, ме гледаха като черната овца и извънземното, което прави разни неща неразбираеми. J'ai apprécié l'idée de venir sur un endroit où dans le village il y a déjà quelqu'un, parce que dans le village où j'ai été avant, c'est moi que tout le monde regardait comme le mouton noir et le extraterrestre qui fait des choses bizarres. Et comme ça, pour les deux, c'est plus facile parce que c'est tous les deux qui sont l'exception. On fait partie tous de l'exception. Un grand homme a dit qu'un rêve, quand il est seul, c'est qu'un rêve. Et quand ils sont deux rêves, c'est le début d'une nouvelle réalité. De cette façon, j'ai pris la décision d'atterrir à Gélène avec mon tapis volant. Bien entendu, quand j'ai la possibilité, la façon de faire, la raison, je fais le tour d'autres villages comme ça et d'autres endroits similaires pour pouvoir montrer ce que je fais et où je suis arrivé dans ce que je fais. Pour partager. Казвам се Кирил и си закупих място близо до къщата на Филип в Желен, в местността Черни камик. Преди 6 години, преди 2 години се настаних и започнах тук да живея. Привлече ме това, че има човешка ядка от хора, които искат да живеят в мир помежду си и с природата. Това много пасва на моите интереси. Занимавам се с биология, по-скоро с ботаника. Също така с евристика и психотренировка. Като и трите неща ги правя освободен от наложените ограничения от обществото. Всичко, което е тук, го правя без намесата на някой началник, без намесата на някаква субординация и отговарям пред себе си за своите постъпки. Приложението на евристиката в тези условия е свързано с мой интерес към low-tech, т.е. технологии, които са на по-ниско ниво, такива, които са създадени от древността или нови сега, особено екотехнологии, свързани с строителството. Oui, ici sur cet endroit, il n'y a pas de potager. Le truc c'est que quand tu renouvelles un endroit, il faut la matière organique, tu la vois d'une autre façon. Et que avec l'eau que je vais élever pour faire une courge comme ça, je vais pouvoir élever 10 arbres avec le même eau dans la saison sèche.
Et c'est pour ça on a partagé, on fait les légumes sur l'autre endroit où il y a plus de l'eau et plus de terre. Et encore, ça c'est des petits légumes juste pour se faire plaisir, c'est pas pour nous nourrir. Au début, c'était difficile de l'accepter. Je faisais ici 3 années de suite, j'ai fait des potagers, dans les endroits les plus riches. Je mettais l'eau que j'avais pour faire quelques courgettes, concombres et tout ça. Mais après 2 années de suite, il n'y avait pas de l'eau du tout en été. Donc 2 années de suite, moi je faisais un joli jardin avec des haricots, des tomates, tout ce que tu veux. Et je le voyais sécher, vraiment herbarisé devant mes yeux. Et depuis, j'ai décidé de ne plus faire de potager ici. Donc on est surtout concentré à faire cette science, ces arbres fruitiers. Même avant les arbres fruitiers, il faut installer des arbres de forêt sur les terrains qui sont les plus secs, qu'ils ne peuvent pas accepter des fruitiers. Il faut d'abord on plante du blé avec de la lucerne, des herbes légumineuses pour faire une matière d'une éponge. Tu vois, on ne fauche pas, on laisse tout pourrir sur place pour créer une fine couche spongeuse sur le terrain. Après, avec les années, pour pouvoir mettre des arbustes, des arbres, et puis des arbres de forêt très rustiques pour faire des ombrages et faire tomber des feuilles pour créer la matière organique. Et peut-être dans 10 ou 20 ans, il y aura des légumes ici, mais ici, c'est pas la peine de faire, quoi. Ça veut dire, si tu fais un potager, tu ne travailles pas pour la nature, tu travailles pour ton estomac. Si tu plantes des chênes et des bois de hêtre, des acacias et des bois comme ça, peut-être tu peux dire que tu fais quelque chose. Mais sur des terrains qui sont pauvres et que les arbres crèvent au soleil, il faut d'abord faire autre chose avant de pouvoir planter ces arbres. Oui, parce qu'il y a bien un compromis à trouver entre la nécessité de se nourrir et la nécessité toute récente de restaurer la nature, qui a été gravement dégradée au cours de ces Mais c'est Papayan qui m'a appris. Ici, il y a des centaines d'herbes médicinales qui poussent en Bulgarie et grâce aux recettes de Dr Pashkulev, on fait des tisanes. Les herbes qui poussent dans la montagne, quand tu les sèches et tout ça, tu les prépares avec, par exemple, 1 kilo de tomates, tu vas avoir 2 € pour 1 kilo de bonnes tomates. Mais pour 1 kilogramme des herbes, tu vas avoir 400 €. Quand je fais ça, des mélanges, je mets dans des petits sachets, je vends ça aux gens. Donc, bien sûr, pour se nourrir, il faut trouver la solution. Donc, nous, on fait des produits qui se mangent et des produits pour la santé. Donc voilà, là on se trouve à ce qu'il appelle les gens locaux la maison du maître. C'est une maison qui a 200 ans à peu près. Et avant c'était le professeur qui habitait ici, donc c'était l'école. Bon, c'est très modeste comme maison, mais à l'époque c'était comme ça. Et en fait ma grand-mère, elle a pris le terrain, la maison était abandonnée depuis 50 ans. Et elle a acheté ça les années 70. Donc ici c'est un exemple comment elle a commencé pareil sur un terrain qui est nu, il n'y avait pas des arbres ni des arbustes, il n'y avait pas une couverture végétale, mais c'est toujours dans une zone de source et à fur et à mesure elle a pu établir cette couverture végétale et donc c'est, si vous voulez ici, on peut montrer comment on veut que Tchernikamik, à quoi on veut que ça ressemble dans 20 ans. Donc du coup ici on a avancé un peu le travail avec la lutte contre l'érosion. Donc on peut voir qu'on peut faire des terrasses en bois.
avec des bouts de bois, des arbres, établir des plantes qui sont pluriannuelles, qui fournissent de la matière organique. Après, sur les murailles, on peut établir des plantes qui aiment bien les endroits secs, comme les crassulacées, toutes les plantes comme ça, qui attirent les abeilles en même temps. Et puis surtout qu'ici, l'eau souterraine elle est abondante, donc depuis 30 ans, il y a un puits qui a été creusé et on a de l'eau, assez de l'eau. Donc du coup, on peut arroser. Et voilà à quoi ça ressemble. On peut voir très bien ici que il fait frais. Quand on marche, la terre sous nos pieds, elle est pas dure. On se sent bien, on se sent frais. Et puis il y a une abondance de fruits. On peut remarquer qu'il y a une végétation en étage. Donc le plus grand étage, c'est l'étage des arbres forêts. Par exemple le noyer qui montre aussi que c'est une zone de source. Après, il y a l'étage des arbres fruitiers et les bonnes herbes. Par exemple, ici, c'est le sureau noir. Avec les fleurs, on fait des tisanes et avec les fruits, on fait des confitures. Les cerisiers. Tout ça, c'est le deuxième étage. Après, sous cet étage, voilà, il y a l'étage des framboises, cassis, tout ça. Et encore en bas, on retrouve l'étage des bonnes herbes. Ça, c'est une racine qu'on utilise dans la médecine et en tant que conservateur. Il y a des plantes qui fleurissent au mois de septembre quand les abeilles n'ont pas autre chose à manger. Donc ici, c'est très visible qu'est-ce que ça veut dire végétation en étage. Grand arbre, moyen arbre, arbuste. Par exemple, ça c'est une espèce de pommier très rustique, une ancienne espèce de pommier bulgare. Ça s'appelle le pommier arbuste. Ben, il ne devient pas plus grand que ça. Donc il va vivre quelques années. Les branches ils vont donner des pommes. Et après, la branche elle va sécher. Et en bas, il y aura une autre branche qui va repousser. Donc c'est un pommier arbuste. Et qui s'intéresse, il peut venir. On va lui donner de cette espèce. L'avantage de cette espèce de pommier, c'est que vous savez, le pommier il est très sensible. S'il y a une chèvre qui vient, qui mange l'écorce, le pommier va mourir. Mais ce pommier il est très résistant à couper et abîmer. Parce qu'il ne meurt pas de la racine, il y a de nouvelles branches qui sortent, donc c'est résistant aux animaux et des choses comme ça. Et encore en bas, on le trouve l'étage des bonnes herbes. Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle la sauge clarée. C'est comme la sauge officinale, sauf qu'il n'y a aucune toxicité. Donc on peut l'utiliser chaque jour, sinon c'est similaire que la sauge officinale. Et puis le tout petit étage de toutes petites bonnes herbes comme la menthe, plusieurs variétés de mélisse. À fur et à mesure que la terre elle était enrichie, il y a assez de humus pour avoir des radis de toute espèce. Ça c'est la sarriette bulgare. Ensemble bien sûr avec le pêcher, les arbres fruitiers toujours. Puis vous voyez ici c'est un peu le mélange, les carottes poussent ensemble avec les poivrons, avec la sarriette, avec les fenouil. Ça c'est la chia, le petit graine qu'on achète très cher dans les magasins bio. On a découvert que ça pousse bien chez nous. Et puis voilà, toujours il y a les fruitiers qui existent partout. Bien sûr le tagetis qui va protéger des parasites. Et puis ça c'est la plante qui demande vraiment beaucoup. Mais en même temps elle est très bonne, on l'aime bien, donc on se permet de faire... c'est un toit contre la pluie acide, donc on s'est rendu compte que c'est en fait la pluie acide qui provoque toutes les maladies, la plasmopare, l'amidou et tout ce qui est maladie de champignons. On est juste à une cinquantaine de kilomètres de Sofia, je crois, hein, c'est ça? Oui, mais c'est les avions qui passent partout, puis c'est les usines de l'Ouest qui envoient dans l'oxyde de soufre dans l'air, et après ça fait de l'acide sulfurique qui tombe. C'est un problème planétaire global en fait. C'est pas grave où est-ce qu'on est maintenant, il n'y a pas des endroits propres sur la planète. Mais voilà, ici ça pousse bien. Et bien sûr, c'est les produits qui nous protègent, c'est les produits à la base de ortie, de prêle et de pissenlit. Toujours les recettes de la biodynamique. Il faut en fait pulvériser quand ça fleurit. Après, il n'y a aucun midou. Même les vieux du village, ils viennent
pour s'étonner ici et pour apprécier, parce qu'ils mettent plein de chimie contre les maladies de champignons. Et leurs tomates sont comme ci, comme ça, mais quand tu utilises les orties, tu as une masse verte qui est très abondante, il n'y a aucune trace de champignons sur la plante. Et bien sûr, les fruits, ils suivent les fruits, quoi. Donc vous mettez du purin d'ortie? Oui, c'est ortie avec du prêle et le pissenlit. 28 jours de macération lunaire selon Steiner, et puis le fait de dynamiser, c'est pas une connerie. Moi, au début, je croyais pas dans la dynamisation, et là, on se ressemble à plusieurs voisins pour dynamiser parce qu'on a découvert qu'il a un grand effet. Le légume devient grand, puis c'est très très savoureux au goût. Donc. Nous, c'est conseiller technique, tu vois, on peut conseiller les gens, et c'est ce qu'on fait en fait. Il y a une quinzaine de communautés en Bulgarie et de personnes, de jeunes familles qui ont acheté des terrains. Nous, on fait le tour, on les aide juste à voir où sont les terrasses, où passent les vins d'eau, les zones de source, qu'est-ce qu'on va planter, comment ils peuvent faire leur petit argent, tu vois, quel genre de tisane, des savons, des crèmes, ou bien des éducations, ou bien comment refaire l'école, ou bien des choses comme ça. Tu vois, c'est le côté pratique des choses, donc c'est laïque et c'est pas politique et pas religieux. Mais après, si tu regardes honnêtement les choses, c'est ce que la politique devrait être. Mais bon, ça c'est une autre question. Je vous sens assez ancré dans ce mouvement-là, en fait, de pas de transformation sociale sans transformation personnelle. Voilà. Déjà, tu t'entraînes à faire des efforts. Après, c'est un super principe. Si j'exige quelque chose, je vais l'exiger de moi-même. À la place que j'exige que toi tu sois tel, et je te fais chier chaque jour pour ça, je peux faire chier moi-même chaque jour d'être tel que je veux, tu vois. Déjà, comme ça j'apprends mieux. Et puis c'est normal, il faut équilibrer les relations entre individu, société et environnement. Maintenant, la société, elle presse l'individu. Moi je vois plein de gens qui font dans leur vie des choses qu'ils ne veulent pas faire. Mais ils ont fait des études parce que quelqu'un voulait, ils ont pris ce travail parce qu'il fallait être comme ça, et leur vie passe à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Donc l'individu, il a l'impression de la société, la famille ou la société sur l'individu qu'il fait des choses. Après, la société aussi, il a l'impression sur l'environnement, il y a la surexploitation de l'environnement. Et il suffit d'équilibrer, donc de créer des centres où les gens ils peuvent venir ici pour passer du temps à travailler pour la nature sans attendre des fruits pour ça. Et à donner, beaucoup de gens il y a qui viennent, qui donnent des donations, qui ramènent de la nourriture et qui travaillent ici du matin au soir. Et c'est des techniques de confort psychique, tu vois. Moi, en hiver, j'y vais à Sofia et on fait des cours avec les gens, apprendre à ramasser des petits glands. Et on met les petits glands dans des pots de yaourt. Et on met la terre et les gens ils gardent ça sur leurs fenêtres, tu vois, ils voient comment le petit chêne il va pousser et tout ça. Et ça c'est des comptables, des juristes, des gens avec une position sociale qui ont besoin de faire des choses comme ça pour se sentir bien. Et c'est aussi simple comme ça. Il faut juste revenir l'équilibre entre l'individu, la société et tout ça, et c'est trouver la vocation. À un moment où l'individu il trouve sa vocation, donc ce que Papayan nous apprend, c'est décoction précoce des aptitudes vocationnelles. Ça veut dire, tu viens ici et moi chaque jour je te donne des choses différentes à faire et je vois qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, et petit à petit je te donne des choses. Après toi tu dis, ah moi je veux faire ça, je veux être responsable des poules par exemple, parce que je kiffe ça et tout. Et petit à petit, tu ou quelqu'un, surtout les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, ils ont papa, ils ont maman, mais ils n'ont pas une famille. Donc ils recherchent la famille comme sensation. Et après ils découvrent sa vocation. Une fois la vocation découverte, l'individu n'a pas besoin du confort, il est satisfait avec ce qu'il a, il est prêt à mettre beaucoup plus d'efforts, il est beaucoup plus rentable auprès de lui-même parce qu'il fait ça par vocation, donc il aime bien faire, ça lui plaît, et voilà, il n'a pas de tension psychique. Indirectement, c'est une invitation à repenser nos besoins. Moi, je dis, la dernière année, j'ai compris combien de choses je n'avais pas besoin vraiment, en devenant de plus en plus pauvre en tant que Bulgare, parce que chaque Bulgare il subit ça en ce moment.
Et j'imagine les gens qui sont en Inde ou en Afrique, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Moi non plus, mais je n'ai pas encore découvert. Tu vois, mais le mieux, c'est de le faire avant que ça m'arrive, déjà d'être conscient que je n'ai pas besoin de certaines choses. Mais c'est clair qu'on ne peut pas, toutes les 7 milliards de la planète, devenir extrêmement riches. Ça, je pense que c'est évident. Bah, ça dépend quels sont les indicateurs de richesse, quoi. C'est ça aussi. Hein. Oui, d'avoir une voiture par personne. Mais bon, ça c'est pas riche, c'est malheureux parce qu'après tu as toutes les maladies, tu as les hémorroïdes, parce que tu ne bouges pas, ça doit pas être génial franchement. Pas besoin de mètre, y a plus de mystère. Un thermomètre dans le cul de la terre pour affirmer le diagnostic d'un réchauffement climatique. Prétendre qu'il est naturel, niant les causes industrielles, faire fi de la cupidité est crime contre l'humanité. A-t-on moins peur quand on a la tête dans le sable? Rassuré par nos illusions, se croire riche, c'est reposant d'être inconscient, irresponsable, de faire le choix de la politique, de la triche, me mentir à moi-même, espérer que l'on m'aime.